Je vous propose ma petite pause détente de l'année dernière. Pour changer un peu des réparations arcade et des Neo Geo MVS, on m'a confié pour réparation une console Neo Geo AES. Un premier diagnostic par forum interposé a mis en avant un souci de détection des boutons et a permis d'éliminer la piste d'un filtre d'entrée défectueux. C'est la première fois que j'approche une AES, alors ça m'intéresse de voir ce qu'il y a là-dedans. C'est aussi la première fois que je touche une manette de Neo Geo CD. Je suis tout excité pour le moment. Côté taille des cartouches, on est toujours dans la démesure, je ne suis pas surpris. Au premier lancement, je constate en effet qu'au moins un bouton est bloqué, et que la manette ne répond pas bien. Quand on soulève le capot, la ressemblance avec le matériel d'un slot MVS est flagrante. On voit ici les ports manettes, avec leur rangée de ferrites pour le filtrage haute fréquence, et leur série de filtres anti-rebond. On retrouve par ici le LSPC2 en charge du rendu vidéo, les VRAM Fast et Slow, la Low ROM avec les facteurs de dézoom, les palettes RAM pilotées par le Neo B1, des buffers et une rangée de résistance du DAC vidéo, et la première grosse différence, cette puce Sony qui s'occupe de générer le signal de sortie composite à l'aide du résonateur. Le processeur consulte l'état des boutons grâce à cette puce, le Neo C1. C'est lui qui est probablement mort sur cette console. Avec une ROM Neo Diag, on est vite coincé avec un message qui demande de lâcher le bouton Start. Malheureusement, je n'appuie sur aucun bouton. L'état des boutons Start et Select est géré par la puce Neo C1. Le signal arrive sur les broches 20 à 22. Pour m'assurer que le signal d'entrée est correct et que c'est bien la puce qui ne fonctionne plus correctement, je place une sonde d'oscilloscope sur les broches. Je dois avoir un signal autour des 5 volts qui passe à 0 volts quand on appuie sur les boutons. Et c'est petit. Ici, j'observe le signal correspondant au bouton Start du premier joueur. Quand j'appuie sur le bouton, il tombe bien à 0 volts. Puisque le processeur voit toujours le bouton comme étant enfoncé, c'est que la puce donne une mauvaise information et il faut la remplacer. Je pars à la recherche d'une puce fonctionnelle sur l'un de mes slots en panne. Ici, on dirait que la puce est déjà morte. Merci au mois du passé pour l'avoir marquée. Ici, aucune marque. C'est bien parti, je vais la récupérer. Et la voici, un glorieux modèle de fin janvier 1994, elle a à peine 30 ans. La précédente datait de décembre 1992. Pour éviter d'abîmer le connecteur de cartouche, je colle 4 ou 5 couches de ruban Kapton. Enfin bref, je colle 4 ou 5 couches de ruban qui résistent à la chaleur. Pour réduire le stress sur les pads et sur les pistes, je vais mélanger l'étain existant avec du bismuth pour réduire sa température de fusion. Je commence par ajouter du flux sur les 4 rangées de broches, puis j'ajoute le bismuth. Je peux alors appliquer l'air chaud pour faire fondre l'alliage et retirer la puce. Le bismuth faisant des soudures très fragiles, je retire des pads le restant de soudure à la tresse à dessouder. Il ne me reste plus qu'à positionner la nouvelle puce, à l'enduire de flux et à souder les broches comme je peux. Je retire l'excès d'étain à la tresse à dessouder. Je teste ensuite individuellement la solidité de toutes les soudures en vérifiant les éventuels ponts de soudure entre les broches. Et il est temps de tester.
Tout semble correct sur les contrôles du premier joueur. Je change la manette de port. Et j'ai des boutons bloqués sur le deuxième joueur. C'est parfait, je viens de transplanter une puce qui ne fonctionne pas. Ça fout un tout petit peu les boules, je dois bien l'avouer. On dirait que le Neo C1 est une puce qui tombe facilement en panne. Peut-être notamment parce que c'est la première victime du branchement à l'envers des connecteurs JAMA. Ici, une puce déjà morte. Ici, une carte qui a déjà donné sa puce, coucou Roderick. Et une autre ici. Alors pour éviter de refaire la même, j'ai dégainé mon bon gros Brico Neo de l'époque et mon bon gros Dual Stick pour tester les puces Neo C1 sur des cartes sans sortie vidéo avant même de les démonter. De près, ça donne ça. On dirait bien que tout fonctionne pour les directions du joueur 1, pour ses boutons, pour les directions du joueur 2 et pour ses boutons. Côté pièces et boutons start, on est bon aussi. On dirait qu'on a une bonne candidate pour un remplacement. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je retire la puce, je nettoie pour le mois de plus tard, et on est parti pour enlever la puce de la console. Toujours avec tout plein de rubans polyamide pour ne pas fondre le connecteur de cartouche. Voilà la puce retirée, c'est le même procédé que pour la fois précédente. Ça commence à faire beaucoup de puces HS, mais statistiquement ça finira bien par marcher. Je nettoie les broches de la puce, je la positionne, je la noie de flux, je la soude, j'enlève l'excès d'étain, je teste les 100 micro-soudures, je nettoie, et voilà qui est fait, plus qu'à tester. Et maintenant c'est super, parce que dès que je branche une manette, je me retrouve avec le bouton D détecté comme enfoncé. Voilà pour le premier port. Et voilà pour le deuxième. Ça commence à casser un peu les noisettes. Ne disposant que d'une seule manette, je teste ce bouton pour m'assurer que ce n'est pas lui qui a un souci. Mais non. Dans les commentaires sous une vidéo de présentation du premier Brico Neo, de futurs copains se sont manifestés. Illusionrip a très aimablement proposé de m'envoyer un Neo C1 fonctionnel. Un retrait de puce et quelques semaines plus tard, je reçois un nouveau Neo C1 dans ma boîte aux lettres. À force de retirer cette puce de cette carte, les pads commencent à fatiguer et l'un d'eux se décolle. Il va falloir faire super attention au moment de souder. Je prépare la nouvelle puce en réalignant les broches qui ont beaucoup voyagé. Est-il nécessaire de décrire les étapes suivantes? Je les ai quand même filmées au cas où j'aurai un nouveau problème, mais non. Fin 1993, ça change un peu. Après ça, quelques tests flippants que j'ai pas filmés, mais qui ont mis en avant que la lime 110 volts 5 volts était morte. Ça fout les boules. J'ai dû me résoudre à utiliser mon alim de labo avec des câbles tout pourris, puis j'ai dû tripler pour supporter le besoin en courant sans faire chuter la tension. Et enfin, tous les boutons fonctionnent, et pour les deux joueurs. Voilà une super première expérience avec une console Neo Geo AES. Vivement la prochaine.